Les falaises d'Ayrshire se dressaient comme des sentinelles de pierre noire contre un ciel de plomb, leurs faces escarpées, battues par les vents salés de l'Atlantique. En cette année 1520, l'Écosse respirait encore les fumées de guerres incessantes, et dans cette terre sauvage, certains hommes choisissaient de vivre en marge de toute civilisation. Alexander Bean n'était qu'un homme parmi tant d'autres, né dans un village de pêcheurs près de la côte ouest, fils d'un père tailleur de haies et d'une mère blanchisseuse. Rien dans son enfance ne laissait présager l'horreur qu'il allait semer. Dès son plus jeune âge, Alexander manifestait une nature rebelle qui dérangeait les habitants de son village. Grand et maigre, avec des cheveux roux et bourriffés et des yeux verts perçants, il refusait tout travail honnête. Ses parents tentaient désespérément de le remettre dans le droit chemin, mais le jeune homme préférait traîner près des tavernes, voler dans les marchés et terroriser les enfants plus petits que lui. À 16 ans, il avait déjà été chassé de 3 villages pour diverses méfaits, vol de bétail, agression et même suspicion de meurtre, bien qu'aucune preuve formelle n'ait jamais été établie. C'est lors d'une foire d'automne, dans le petit bourg de Girvan, qu'Alexander rencontra celle qui allait devenir sa compagne dans la damnation. Agnès Douglas était une femme de 22 ans, aux cheveux noirs comme l'encre et au regard sombre qui semblait porter en lui tous les mystères du monde. Fille d'une sage-femme réputée pour ses connaissances en herbes médicinales, Agnès avait grandi entourée de murmures et de soupçons. Les villageois chuchotaient qu'elle pouvait guérir autant que tuer, et que ses potions cachaient des secrets que seul le diable connaissait. Leur rencontre fut aussi brutale qu'instantanée. Alexander, ivre de whisky, tentait de voler une bourse dans la foule quand Agnès l'attrapa par le poignet. Leurs regards se croisèrent, et quelque chose de sinistre passa entre eux, une reconnaissance mutuelle de la noirceur qui habitait leur âme. « Tu n'es pas fait pour vivre parmi eux », lui murmura-t-elle d'une voix rauque. « Moi non plus. » Cette nuit-là, ils disparurent ensemble dans les brumes écossaises, abandonnant derrière eux les derniers liens qui les rattachaient encore à l'humanité. Agnès avait emporté avec elle un sac de cuir contenant les herbes et les poisons de sa mère, ainsi que quelques pièces d'or volées dans la cassette de l'église. Alexander, lui, n'avait que les vêtements qu'il portait et un couteau de chasse, mais c'était suffisant pour commencer leur nouvelle vie. Ils errèrent pendant des semaines, le long de la côte sauvage d'Ayrshire, dormant dans des granges abandonnées, volant de la nourriture dans les fermes isolées, évitant soigneusement les routes principales où les soldats du roi patrouillaient. Agnès connaissait les propriétés de chaque plante, chaque racine qui poussait dans les landes désolées, et elle enseignait à Alexander comment survivre de la terre quand les vols ne suffisaient plus. C'est au cours de leur 3e mois de fuite qu'ils découvrirent la caverne qui allait devenir leur foyer maudit. Cachée dans les falaises de Benan Head, accessible seulement à marée basse par un étroit passage entre les rochers, cette grotte s'enfonçait profondément dans la roche, formant un labyrinthe de galeries naturelles. L'entrée, dissimulée par des algues et des rochers moussus, était pratiquement invisible depuis la terre ferme, et la mer haute la rendait totalement inaccessible. « C'est ici que nous ferons notre royaume », déclara Agnès en explorant les recoins humides de leur nouvelle demeure. Les parois suintaient d'humidité et l'odeur de varech pourrissant emplissait l'air vicié, mais ils étaient enfin chez eux, loin des lois des hommes et des jugements de Dieu. Au début, ils survécurent en volant des voyageurs solitaires qui empruntaient le sentier côtier. Alexander, fort et agile, tendait des embuscades, tandis qu'Agnès préparait des poisons qui paralysaient leurs victimes sans les tuer immédiatement. Ils récupéraient les bourses, les bijoux, les armes, tout ce qui pouvait avoir de la valeur, puis abandonnaient les corps aux marées montantes. Mais c'est lors de leur 5e attaque que quelque chose bascula irrémédiablement. La victime, un marchand de Glasgow qui se rendait à un marché de Dumfries, avait résisté plus longtemps que prévu. Dans la lutte, Alexander lui avait planté son couteau dans le ventre, et l'homme agonisant les avait suppliés de l'épargner, offrant tout son or en échange de sa vie. Agnès s'était agenouillée près du mourant, avait plongé ses yeux dans les siens, et avec un sourire terrifiant, lui avait tranché la gorge.
Ce qui suivit marqua le point de non-retour de leur damnation. Affamés par plusieurs jours de jeûne, isolés de toute civilisation, ils regardèrent le corps encore chaud du marchand avec une faim nouvelle, primitive, qui n'appartenait plus au monde des hommes. Agnès fut la première à prononcer les mots qui entraient à jamais la côte d'Ayrshire. Il ne faut rien gaspiller. Cette nuit-là, dans les profondeurs humides de leur caverne, éclairées seulement par les flammes vacillantes d'un feu de bois flotté, Alexander Bean et Agnès Douglas franchirent la dernière frontière qui les séparait de la bestialité. Le goût du sang humain, la texture de la chair fraîche, tout cela éveilla en eux un appétit qu'aucune nourriture ordinaire ne pourrait plus jamais satisfaire. Dès lors, leurs attaques ne furent plus motivées par le simple vol, mais par une faim dévorante qui ne connaissait ni pitié ni limite. Ils perfectionnèrent leur technique de chasse, étudièrent les habitudes des voyageurs, apprirent à conserver la viande humaine dans des barils remplis de saumure qu'Agnès préparait avec des herbes spéciales. La caverne se transforma peu à peu en un charnier organisé, où chaque recoin servait à stocker leurs macabres réserves. Au bout d'une année de cette existence monstrueuse, Agnès tomba enceinte. L'enfant qu'elle porta était le fruit de leur union maudite, conçue dans la violence et nourrie de chair humaine. Quand il naquit, par une nuit d'orage où la mer déchaînée battait les falaises avec une rage folle, Agnès le regarda dans les yeux et y vit la même noirceur qui habitait son père et elle. « Il sera le premier de notre lignée », murmura-t-elle en berçant le nouveau-né contre sa poitrine, souillée de sang séché. « Le premier de nos enfants à naître libre des chaînes de la morale humaine. » Et ainsi commença la multiplication de la famille Bean, une progéniture maudite qui grandirait dans l'ombre des falaises d'Ayrshire, élevée dans la haine de l'humanité et nourrie de ses chairs. Chaque enfant qui naîtrait dans cette caverne de l'horreur ne connaîtrait d'autre loi que celle de la faim, d'autre morale que celle de la survie, d'autre amour que celui du sang frais coulant dans leur gorge. Les années passèrent, et la famille Bean prospéra dans son isolement cannibale. Les enfants grandirent sauvages et brutaux, éduqués par leurs parents dans l'art de la chasse humaine et de la dépeçage. Ils ne connurent jamais d'autre monde que les galeries sombres de leurs cavernes et les sentiers côtiers où ils tendaient leurs pièges mortels. D'où me suivez-vous? Laissez un commentaire. Au fil du temps, les habitants des villages environnants commencèrent à remarquer la disparition inquiétante de voyageurs sur la route côtière. Des marchands partèrent de Girvan pour ne jamais arriver à Turnberry, des pèlerins s'évaporaient entre Maybole et la côte, des soldats en mission disparaissaient sans laisser de traces. Les autorités locales attribuaient ces disparitions aux bandits de grands chemins ou aux naufrages, car la côte d'Ayrshire était réputée dangereuse et ses eaux traîtresses. 15 années s'étaient écoulées depuis que la famille Bean avait fait de la caverne de Benenhead son antre maudit. Ce qui avait commencé comme l'union de deux âmes perdues s'était transformé en une véritable dynastie de l'horreur. Agnès avait donné naissance à 12 enfants, 6 fils et 6 filles, tous élevés dans l'ignorance de toute morale humaine, et nourris dès leur plus jeune âge de chair humaine. L'aîné, Duncan Bean, était maintenant un homme de 14 ans, grand et fort comme son père, avec les mêmes yeux verts perçants et la même cruauté innée. Il avait participé à sa première chasse humaine à l'âge de 10 ans, et depuis, il était devenu le bras droit d'Alexander dans l'organisation de leurs embuscades. Sa sœur cadette, Morag, âgée de 13 ans, possédait l'intelligence rusée de sa mère, et son talent pour les poisons et la préservation des chairs. Les autres enfants formaient une meute sauvage. Hamish, Tavish, Ewan et le petit Fergus chez les garçons, Isla, Kenna, Fiona, Ailsa et la petite Mairi chez les filles. Tous avaient grandi en considérant les êtres humains non comme leurs semblables, mais comme du gibier, des proies destinées à nourrir leur famille. Ils ne connaissaient d'autre langage que celui de la violence, d'autres lois que celles du plus fort, d'autres plaisirs que celui de voir couler le sang de leurs victimes. La caverne elle-même avait évolué pour accueillir cette progéniture grandissante.
Agnès et Alexander avaient aménagé différentes galeries, une nurserie dans les profondeurs où les plus jeunes dormaient sur des peaux humaines tannées, une salle de dépeçage où les corps étaient découpés et préparés, un garde-manger naturel où la viande était conservée dans des barils de saumure, et même une chambre de torture où ils s'amusaient avec leurs victimes avant de les tuer. Les parois rocheuses étaient ornées de trophées macabres. Crânes humains disposés comme des coupes, ossements sculptés en objets utilitaires, bijoux arrachés aux morts qui brillaient faiblement dans la lueur des torches. L'odeur de mort et de pourriture imprégnait chaque pierre, chaque recoin de leur domaine souterrain. C'est vers cette époque que commença la deuxième phase de l'évolution monstrueuse de la famille Bean, l'inceste généralisé. Isolés du monde extérieur depuis leur enfance, ignorant tout des conventions sociales et morales, les enfants Bean commencèrent naturellement à s'accoupler entre eux dès qu'ils atteignirent la maturité sexuelle. Pour Alexander et Agnès, c'était non seulement acceptable mais souhaitable. Cela garantissait que leur lignée resterait pure, non contaminée par le sang des faibles de l'extérieur. Duncan prit pour compagne sa sœur Morag, et ensemble, ils donnèrent naissance aux premiers petits-enfants de la dynastie Bean. Emish s'unit à Isla, Tavish à Kenna, et ainsi de suite dans une orgie incestueuse qui produisit rapidement une nouvelle génération encore plus dégénérée que la précédente. Ces enfants de l'inceste naissaient souvent avec des déformations physiques ou mentales. Membres atrophiés, visages difformes, intelligence limitée, mais tous partageaient la même soif de sang et de violence que leurs parents. En l'espace de 5 ans, la famille Bean comptait 45 membres répartis sur 3 générations. La caverne grouillait d'activités constantes. Les uns partaient en chasse sur les sentiers côtiers, les autres préparaient les repas cannibales, certains s'occupaient des nouveau-nés pendant que d'autres fabriquaient des armes et des pièges avec les ossements de leurs victimes. Leur territoire de chasse s'étendait désormais sur plus de 20 miles de côte, de Ballantrae au sud jusqu'à Irvine au nord. Ils avaient établi des caches secrètes le long des falaises, des observatoires dissimulés d'où ils pouvaient épier les voyageurs, des pièges mortels creusés sur les sentiers les plus fréquentés. Leur connaissance du terrain était parfaite. Ils savaient exactement où et quand frapper pour maximiser leurs chances de succès tout en minimisant les risques d'être découverts. Leur technique de chasse s'était également sophistiquée. Alexander avait mis au point un système d'embuscade coordonné. Pendant qu'un groupe d'enfants Bean attirait les voyageurs dans un piège en simulant une demande d'aide, d'autres membres de la famille les encerclaient discrètement. Les victimes ne réalisaient le danger qu'au dernier moment, quand il était déjà trop tard pour fuir. Agnès, de son côté, avait perfectionné ses connaissances en poison et en conservation. Elle avait découvert des mélanges d'herbes qui paralysaient les victimes sans les tuer immédiatement, leur permettant de les garder vivantes plus longtemps pour leur jeu cruel. Elle avait aussi développé des techniques de salaison et de fumage qui permettaient de conserver la viande humaine pendant des mois, garantissant à la famille des réserves constantes même pendant les périodes où les voyageurs se faisaient plus rares. Mais c'est peut-être Morag, la fille aînée, qui fit preuve de la plus grande créativité dans l'horreur. Douée d'une intelligence perverse héritée de sa mère, elle inventa des tortures raffinées qui procuraient à toute la famille des heures de divertissement. Elle avait appris à maintenir les victimes en vie le plus longtemps possible, les démembrant petit à petit tout en cautérisant les plaies pour éviter qu'elles ne meurent trop vite de leurs blessures. Les cris de leurs victimes résonnaient dans toute la caverne, mêlés aux rires déments des enfants Bean qui assistaient au spectacle comme à un divertissement quotidien. Pour eux, la souffrance humaine était devenue une source de plaisir, la mort un jeu, le cannibalisme un mode de vie aussi naturel que la respiration. Au fil des années, leur réputation de terreur s'étendait dans toute la région, bien que personne ne soupçonnât encore l'existence de la famille Bean. Les disparitions se multipliaient, mais les autorités continuaient d'attribuer ces morts à des accidents ou à des bandits ordinaires. Parfois, la mer rejetait sur la plage des morceaux de corps humains, des membres sectionnés ou des torses mutilés,
Mais on pensait qu'il s'agissait de victimes de naufrage dévorées par les poissons. Il arrivait même que des parties de corps soient trouvées dans des endroits impossibles à atteindre pour la marée, suspendues aux branches d'arbres ou déposées sur des rochers en hauteur. Mais ces découvertes macabres étaient si inexplicables que les villageois préféraient les attribuer à des phénomènes surnaturels plutôt que d'imaginer qu'une famille entière de cannibales vivait dans leurs parages. La terreur silencieuse qui planait sur la côte d'Ayrshire commençait néanmoins à avoir des répercussions économiques. Les marchands évitaient de plus en plus la route côtière, préférant emprunter des chemins plus longs, mais apparemment plus sûrs à l'intérieur des terres. Les pèlerins qui se rendaient au sanctuaire côtier voyageaient désormais en groupes importants, escortés par des gardes armés. Même les soldats du roi ne patrouillaient plus seuls sur ces sentiers maudits. Cette raréfaction des proies isolées obligea la famille Bean à modifier ses stratégies. Ils commencèrent à s'attaquer à des groupes plus importants, utilisant des tactiques de guérilla apprises au fil des années. Ils creusaient des fosses dissimulées sur les sentiers, tendaient des cordes entre les arbres pour faire chuter les chevaux, utilisaient des frondes pour lapider les voyageurs depuis les hauteurs des falaises. Mais plus leurs attaques devenaient audacieuses, plus le risque de découverte grandissait. Il suffisait qu'un seul témoin survive et parvienne à s'échapper pour que leur existence soit révélée au grand jour. Et ce jour approchait inexorablement, porté par les vents salés de la côte écossaise et les cris de toutes les âmes qu'ils avaient envoyées dans l'au-delà. La famille Bean avait prospéré dans l'ombre pendant près de 20 ans, transformant les falaises d'Ayrshire en leur terrain de chasse privé. Ils avaient créé leur propre civilisation barbare, basée sur le meurtre et le cannibalisme, ignorant tout des lois divines et humaines. Mais leur hubris grandissante et leur soif insatiable de sang allaient bientôt les mener à leur perte, car même les monstres les plus habiles finissent par commettre l'erreur fatale qui révèle leur existence au monde. L'automne de 1545 marquait un quart de siècle d'existence pour la famille Bean dans leur antre maudit. Leur crime avait atteint des proportions épiques. Plus de 1000 victimes selon les estimations les plus conservatrices, des familles entières qui avaient disparu sans laisser de traces, des convois de marchands évanouis dans le néant. La côte d'Ayrshire était devenue une terre maudite où seuls les plus téméraires osaient encore s'aventurer. Ce fut précisément cette réputation sinistre qui attira l'attention de Sir William MacLeod, un noble écossais au service du roi Jacques V MacLeod, homme d'une quarantaine d'années, vétéran de plusieurs campagnes militaires, avait été chargé par la couronne d'enquêter sur les disparitions mystérieuses qui décimaient les voyageurs dans cette région. Accompagné de sa jeune épouse, Lady Margaret, et d'une escorte de 6 soldats d'élite, il avait entrepris de traverser la zone maudite pour comprendre ce qui s'y passait réellement. « Cette histoire de bandits de grand chemin ne tient pas », déclarait Sir William à ses hommes, tandis qu'ils chevauchaient le long du sentier côtier par ce matin brumeux d'octobre. Aucun groupe de brigands ne pourrait faire disparaître autant de gens sans laisser la moindre trace. Il y a quelque chose d'autre, quelque chose que nous n'avons pas encore compris. Lady Margaret, une femme de 28 ans, aux cheveux châtains et aux yeux bleus, chevauchait à ses côtés sur une jument blanche. Elle portait une robe de voyage en laine bordeaux et une cape doublée de fourrure pour se protéger de l'humidité maritime. Malgré sa noblesse, elle n'était pas une femme fragile. Fille d'un laird des Highlands, elle savait manier l'épée et avait déjà participé à la défense de son château familial contre des clans rivaux. Les 6 soldats qui les accompagnaient étaient tous des hommes d'expérience, choisis personnellement par Sir William pour leur courage et leur loyauté. Ils portaient les couleurs royales et étaient armés d'épées, de lances et d'arbalètes. Leur chef, le sergent Malcolm Ross, était un vétéran de 50 ans qui avait servi dans l'armée écossaise depuis l'âge de 16 ans. C'était vers midi, alors que le groupe approchait de Benham Head, que la famille Bean décida de frapper. Depuis leur poste d'observation caché dans les rochers, Duncan et Hamish Bean avaient repéré le convoi noble et étaient retournés en hâte prévenir leur père.
Alexander, maintenant âgé de 65 ans, mais toujours aussi redoutable, rassembla rapidement 20 membres de sa famille pour cette chasse exceptionnelle. « Des nobles !» gronda-t-il en inspectant ses armes. « Cela fait des années que nous n'avons pas goûté au sang bleu. Et regardez ces chevaux, ces armures, ces bijoux. Ce sera notre plus beau festin. » La stratégie fut élaborée rapidement. Pendant qu'un groupe de Bean se positionnait en embuscade le long du sentier, d'autres membres de la famille, les plus jeunes et les moins effrayants d'apparence, joueraient les victimes en détresse pour attirer le convoi dans le piège. Morag, maintenant âgé de 38 ans et mère de 7 enfants difformes, se chargea de superviser l'opération depuis les hauteurs. L'attaque commença de manière classique. La petite Mary Bean, désormais une femme de 25 ans, au visage encore relativement innocent malgré ses années de crime, apparut sur le sentier en titubant, couverte d'un sang qu'elle s'était elle-même infligé, simulant une agression. « À l'aide !» cria-t-elle en direction du convoi qui approchait. « Des brigands ont attaqué notre famille. Mon mari et mes enfants sont blessés dans les rochers. Je vous en supplie, aidez-nous !» Sir William leva la main pour arrêter sa troupe. Son instinct de soldat lui soufflait que quelque chose clochait, mais son honneur de chevalier l'empêchait d'ignorer une femme en détresse. « Restez en formation », ordonna-t-il à ses hommes. « Sergent Ross, prenez 2 hommes et allez voir ce qui se passe. Nous 2, nous restons ici en protection. » Mais Lady Margaret, émue par la détresse apparente de la jeune femme, descendit de cheval malgré les protestations de son époux. « Cette pauvre femme a besoin d'aide, » déclara-t-elle en s'approchant de Mary Bean. « Où sont vos blessés ?» Ce fut l'erreur fatale. Dès que Lady Margaret se trouva suffisamment proche, Mary Bean révéla sa véritable nature en sortant une dague dissimulée sous sa robe et en la plantant dans le ventre de la noble dame. Simultanément, les autres membres de la famille Bean surgirent de leur cachette avec des hurlements bestiaux qui glaçaient le sang. Le combat qui s'ensuivit fut d'une violence inouïe. Les soldats, bien que surpris, réagirent avec le professionnalisme de leur expérience militaire. Sir William se précipita pour porter secours à sa femme, tranchant la tête de Mary Bean d'un coup d'épée magistral, mais il était déjà trop tard. Lady Margaret gisait dans une mare de sang, ses intestins se répandant sur la terre rocailleuse. Les Bean attaquaient de tous côtés, surgissant des rochers comme des démons sortis des enfers. Leurs armes étaient primitives, mais redoutablement efficaces. Masses d'armes fabriquées avec des fémurs humains, lances aux pointes d'os aiguisées, couteaux forgés dans du métal récupéré sur leurs victimes. Mais surtout, ils se battaient avec une sauvagerie que les soldats n'avaient jamais rencontrée, mordant, griffant, déchirant la chair avec leurs dents comme de véritables bêtes fauves. Duncan Bean se jeta sur le sergent Ross avec une hache rudimentaire, lui fracassant l'épaule dans un craquement d'eau brisée. Amish et Tavish attaquèrent coordonnément un des soldats, l'un lui tranchant les jarrets pendant que l'autre lui ouvrait la gorge. Les enfants de la 3e génération, difformes mais tout aussi meurtriers, rampaient entre les jambes des chevaux pour les éventrer avec de petites lames. Mais les soldats du roi n'étaient pas des voyageurs sans défense. Malgré la surprise et la férocité de l'attaque, ils ripostèrent avec une discipline militaire qui fit des ravages dans les rangs des Bean. Sir William, fou de rage à la vue de sa femme assassinée, se battait comme un lion, sa lame noble tranchant tout ce qui se présentait devant lui. Le point tournant de la bataille survint quand Fergus Bean, l'un des fils cadets d'Alexander, commit l'erreur de s'attaquer directement à Sir William. Le jeune cannibale, âgé de 20 ans et confiant dans sa force brutale, chargea le noble avec une massue d'os humain. Mais Sir William était un duelliste accompli. D'un mouvement fluide, il esquiva l'attaque et trancha le bras droit de Fergus d'un coup d'épée parfaitement exécuté. Le hurlement de douleur de Fergus résonna dans toute la bataille, et pour la première fois depuis des décennies, les Bean goûtèrent à la peur. Ils avaient l'habitude de victoires faciles contre des proies sans défense, pas de combats équilibrés contre des guerriers entraînés. Alexander Bean, voyant que la bataille tournait mal, ordonna la retraite. « Retirez-vous, retournez à la caverne, nous reviendrons plus tard. » Mais c'était trop tard. Les soldats survivants, galvanisés par les premiers succès de leur contre-attaque, poursuivirent les Bean en fuite.
Sir William, tenant dans ses bras sa femme mourante, cria à ses hommes « Suivez-les, découvrez d'où ils viennent, ne les laissez pas s'échapper ». Si cette histoire macabre vous a donné des frissons, partagez-la avec un ami qui adore les histoires d'horreur. La poursuite mena les soldats directement vers l'entrée de la caverne de Benan Head. Cachés derrière les rochers, ils observèrent avec horreur les Bean disparaître dans une fissure de la falaise qu'ils n'avaient jamais remarquée auparavant. Le sergent Ross, blessé mais toujours en vie, s'approcha prudemment de l'entrée et fut immédiatement assailli par une puanteur de mort et de pourriture qui lui souleva l'estomac. « Seigneur tout-puissant », murmura-t-il en se signant, « qu'est-ce que cet endroit ?» Sir William, après avoir fermé les yeux de sa bien-aimée Margaret, rejoignit ses hommes près de l'entrée de la caverne. L'odeur était si atroce qu'ils durent se couvrir le nez avec leur cape. Des mouches grouillaient autour de l'ouverture, et on pouvait entendre des bruits étranges venant des profondeurs. Gémissements, grattements, et parfois des rires déments qui ne ressemblaient à rien d'humain. « Nous ne pouvons pas entrer là-dedans avec si peu d'hommes », déclara Sir William après avoir évalué la situation. « Ces créatures, car je refuse de les appeler des humains, connaissent parfaitement leur terrain. Nous serions massacrés dans l'obscurité de leur tunnel. » Il prit une décision qui allait sceller le sort de la famille Bean. « Nous retournons immédiatement à Édimbourg. Le roi doit être informé de cette découverte. Ces monstres ont terrorisé l'Ayrshire assez longtemps. » Avant de partir, Sir William ordonna à ses hommes de sceller temporairement l'entrée de la caverne avec de gros rochers, espérant ainsi empêcher les Bean de sortir pour commettre d'autres atrocités. Mais c'était sous-estimer la connaissance que les cannibales avaient de leur domaine. La caverne possédait plusieurs autres accès secrets, connus seulement d'eux. Cette nuit-là, tandis que Sir William et ses soldats survivants chevauchaient vers Édimbourg en portant le corps de Lady Margaret, la famille Bean tenait conseil dans les profondeurs de leur antre. Pour la première fois de leur existence, ils avaient été vaincus au combat et plusieurs de leurs membres étaient morts ou grièvement blessés. Alexander Bean, le patriarche maintenant vieillissant, regardait ses enfants et petits-enfants rassemblés autour du feu central de la caverne. La peur se lisait dans leurs yeux sauvages, une émotion qu'ils n'avaient jamais éprouvée auparavant. « Ils savent où nous sommes », gronda-t-il d'une voix rendue rauque par des décennies de cris de guerre. « Ils reviendront, en plus grand nombre, avec de meilleures armes. » Agnès, maintenant une vieille femme de 67 ans, aux cheveux blancs crasseux et aux dents noircies, hocha la tête gravement. « J'ai vu la détermination dans les yeux de ce noble. Il ne nous laissera pas tranquilles. Nous aurions dû tous les tuer. » Duncan Bean, l'aîné, cracha dans le feu, faisant grésiller les flammes. « Père a raison. Nous devons nous préparer à la guerre. Si les soldats du roi viennent, nous leur montrerons ce que coûte d'envahir notre domaine. » Mais Morag, toujours la plus intelligente de la progéniture Bean, secoua la tête avec inquiétude. « Vous ne comprenez pas. Ce n'était qu'une petite escorte, et regardez les dégâts qu'elle nous a infligés. Quand le roi apprendra ce qui s'est passé, il enverra une armée entière. Nous ne pourrons pas résister à des centaines de soldats. » La révélation qui suivit changea à jamais la perception que le monde avait de l'horreur humaine, car ce que Sir William et ses hommes avaient découvert ce jour-là n'était que le début d'un cauchemar qui dépassait l'entendement. La famille Bean n'était pas simplement un groupe de bandits brutaux, c'était une civilisation entière de cannibales qui avait prospéré dans l'ombre pendant un quart de siècle, créant sa propre culture de mort et de dévoration. Dans les jours qui suivirent, tandis que Sir William chevauchait vers Édimbourg, les Bean tentèrent désespérément de dissimuler les preuves de leurs crimes. Ils brûlèrent des montagnes d'ossements humains, vidèrent leurs barils de chair conservés dans la mer, détruisirent tous les objets qui pouvaient les trahir. Mais 25 années de cannibalisme systématique ne s'effacent pas en quelques jours. La véritable révélation de l'ampleur de leurs crimes ne viendrait que lors de l'assaut final, quand les soldats du roi découvriraient l'intérieur de la caverne et réaliseraient qu'ils n'avaient pas affaire à de simples criminels, mais aux auteurs du plus grand massacre de l'histoire écossaise. Le 15 novembre 1545,
Sir William MacLeod arriva aux portes du château d'Édimbourg, portant le corps de sa bien-aimée épouse, et une révélation qui allait ébranler le royaume d'Écosse jusqu'en ses fondements. Le roi Jacques V, monarque de 33 ans connu pour sa justice implacable et sa détermination à maintenir l'ordre dans ses terres, reçut le noble survivant dans la grande salle du château, entouré de sa cour et de ses conseillers militaires. « Majesté !» commença Sir William en s'agenouillant devant le trône, sa voix brisée par le chagrin et l'horreur de ce qu'il avait vécu. « Ce que j'ai à vous rapporter dépasse l'entendement humain. Sur la côte d'Ayrshire vit une famille de démons incarnés qui se nourrissent de chair humaine depuis des décennies. » Le roi Jacques, sceptique au début, écouta le récit détaillé de Sir William avec une expression de plus en plus sombre. Quand le noble décrivit l'attaque sauvage, la mort atroce de Lady Margaret, et surtout la découverte de la caverne empestée de morts, le visage royal se durcit comme de la pierre. « Combien de victimes estimez-vous » demanda le roi d'une voix glaciale. « D'après les témoignages recueillis dans la région, Majesté, et en considérant les disparitions rapportées sur un quart de siècle, et plus de 1000 âmes, peut-être davantage. Des familles entières, des convois de marchands, des pèlerins, des soldats même, tous dévorés par cette progéniture maudite. » Un silence de mort s'abattit sur la salle d'audience. Les courtisans échangeaient des regards horrifiés. Certains se signaient discrètement. Le roi Jacques V était réputé pour son sang-froid, mais cette révélation le toucha au plus profond de son âme, de souverain chrétien. « Par tous les saints !» murmura le roi en serrant les accoudoirs de son trône. « Une famille entière de cannibales sur mes terres, et cela depuis 25 ans. » Il se leva brusquement, sa cape royale flottant derrière lui. « Sir William, vous avez rendu un service immense à la couronne en découvrant cette abomination. Mais maintenant, il faut l'extirper comme on extirpe une tumeur cancéreuse. » Le roi convoqua immédiatement son conseil de guerre. En moins de 3 heures, un plan d'intervention militaire était élaboré. Il ne s'agissait plus de simple maintien de l'ordre, mais d'une véritable croisade contre des forces du mal qui souillaient la terre écossaise. « Je veux 400 hommes d'armes », ordonna le roi à son maréchal, « les meilleurs de nos soldats, équipés pour un siège en terrain difficile. Je veux aussi une meute de chiens de guerre, des experts en combat souterrain, des sapeurs capables de sceller définitivement cette caverne maudite, et que le clergé nous envoie ses meilleurs exorcistes. Nous ne savons pas à quelle force démoniaque nous allons nous confronter. » Sir William se porta volontaire pour guider l'expédition punitive, malgré sa récente tragédie. « Majesté, permettez-moi de conduire vos troupes vers l'antre de ces monstres. Ma femme mérite vengeance, et je connais maintenant l'emplacement exact de leur refuge. » Le roi accepta, nommant Sir William commandant en second de l'expédition sous les ordres du général Robert Stewart, un vétéran de nombreuses campagnes qui avait la réputation de ne jamais reculer face à l'ennemi, quelle que soit sa nature. La nouvelle de l'existence de la famille Bean se répandit comme une traînée de poudre dans tout le royaume. Dans les tavernes d'Édimbourg, au château des Highlands, on ne parlait plus que de cette famille maudite qui dévorait les chrétiens depuis un quart de siècle. Certains refusaient d'y croire, d'autres organisaient déjà des pèlerinages pour aller voir les démons d'Ayrshire, une fois qu'ils auraient été capturés. Le 3 décembre 1545, l'armée royale se mit en marche vers Ayrshire. 400 soldats d'élite, équipés des meilleures armes du royaume, escortés par 50 chiens de guerre dressés au combat et au pistage. Le convoi s'étirait sur plus d'1 mile. Fantassins lourdement armés, arbalétriers montés, sapeurs avec leurs outils de siège, prêtres portant des reliques sacrées et de l'eau bénite. Soutenez notre chaîne en cliquant sur le bouton Merci en forme de cœur, afin que nous puissions continuer à vous proposer des histoires aussi sombres et captivantes que celle-ci. Pendant ce temps, dans la caverne de Benenhead, la famille Bean se préparait à l'inévitable. Alexander avait organisé la défense de leur antre avec l'expérience de 25 années passées à tendre des embuscades. Les galeries les plus profondes étaient piégées, les accès secondaires camouflés, les provisions de chair humaine cachées dans des recoins inaccessibles.
Ils peuvent venir avec 1000 hommes, grondait le patriarche cannibale en aiguisant ses armes de fortune. Cette caverne est notre forteresse, ils ne nous en délogeront pas vivants. Mais Agnès, maintenant affaiblie par l'âge et les privations des dernières semaines, pressentait que leur fin approchait. « Nous avons vécu comme des rois dans notre royaume souterrain », murmura-t-elle, en regardant ses enfants et petits-enfants difformes. « Nous avons dévoré des centaines d'âmes, nous avons prospéré dans le mal, mais toute chose a une fin, même les dynasties maudites. » Le 8 décembre, l'armée royale atteignit les falaises de Ben-Head. Le général Stuart établit un campement fortifié à distance respectueuse de la caverne, puis envoya des éclaireurs reconnaître le terrain. Ce qu'ils découvrirent confirma les pires craintes. L'odeur de mort était si forte qu'elle portait sur plus d'un quart de mille, et des nuées de mouches et de corbeaux tournoyaient au-dessus de la zone comme des messagers de l'Apocalypse. « Seigneur Jésus !» murmura le chapelain militaire en se signant. Cet endroit pue la damnation même. Sir William, qui avait déjà vécu l'horreur de la première rencontre, guida les officiers vers l'entrée principale de la caverne. Les soldats avaient beau être des vétérans endurcis, beaucoup vomirent en s'approchant de l'antre maudit. L'odeur de chair humaine en décomposition était si intense qu'elle semblait avoir imprégné les rochers eux-mêmes. « Ils sont là-dedans !» déclara Sir William en désignant la fissure rocheuse. Toute la progéniture maudite, cachée dans les profondeurs comme des rats dans leur terrier. Le général Stuart étudia la configuration du terrain avec l'œil d'un stratège expérimenté. La caverne était effectivement une forteresse naturelle, protégée par les marais et accessible seulement par des passages étroits, facilement défendables. Un assaut frontal coûterait la vie à de nombreux soldats. « Nous n'entrerons pas dans leur piège, décida-t-il. Nous allons les enfumer comme des renards, que les sapeurs préparent des brasiers à l'entrée de tous les passages connus. S'il y a d'autres sorties, la fumée nous les révélera. » La stratégie se révéla diaboliquement efficace. Pendant 3 jours et 3 nuits, d'épais nuages de fumée toxique s'engouffrèrent dans les galeries de la caverne. Les Bean tentèrent de résister en se réfugiant dans les parties les plus profondes de leur antre, mais l'air devient rapidement irrespirable. C'est le petit Ewan Bean, âgé de 15 ans et déjà père de 3 enfants incestueux, qui commit l'erreur fatale. Suffoquant dans les fumées âcres, il tenta de s'échapper par un passage secret qu'il croyait inconnu des assiégeants. Mais les chiens de guerre royaux, dressés au pistage, détectèrent immédiatement sa sortie et donnèrent l'alerte. En quelques minutes, Ewan fut cerné par une dizaine de soldats. Fou de terreur, il tenta de se battre avec ses mains nues, mordant et griffant comme un animal sauvage. Mais les soldats, prévenus de la nature bestiale de leurs ennemis, l'assommèrent sans ménagement et le traînèrent devant le général Stuart. L'interrogatoire d'Ewan révéla l'étendue complète de l'horreur Bean. Sous la torture, car le roi avait expressément autorisé l'usage de tous les moyens nécessaires, le jeune cannibale avoua les détails les plus atroces de leur mode de vie, combien de victimes ils avaient dévorées, comment ils conservaient la chair humaine, les tortures qu'ils infligeaient à leur proie, les unions incestueuses qui avaient produit leur progéniture dégénérée. 45 membres de votre famille maudite, répéta le général Stuart, ébahi par l'ampleur de la révélation. 45 cannibales vivant dans cette caverne. Et vous prétendez avoir dévoré plus de 1000 chrétiens? Ewan, le visage tuméfié par les coups, hocha la tête avec un sourire démoniaque qui glaça le sang des interrogateurs. 1000 et plus encore, cracha-t-il en riant. Et ils étaient tous délicieux. La chair des enfants est plus tendre, celle des femmes enceintes plus savoureuse, celle des vieillards plus... Le général Stuart lui brisa la mâchoire d'un coup de poing vengeur, avant qu'il ne puisse terminer sa phrase blasphématoire. « Assez, cet être n'est plus humain, il faut nettoyer cette terre de toute cette vermine. » Le 12 décembre 1545, après 4 jours de siège impitoyable, la résistance de la famille Bean s'effondra définitivement. Les fumées toxiques avaient rendu leur refuge souterrain totalement inhabitable, et les survivants commençaient à sortir de leur antre par petits groupes, préférant affronter les soldats royaux plutôt que de mourir asphyxiés dans les profondeurs.
Ce que découvrirent les soldats du roi Jacques V en pénétrant enfin dans la caverne de Bennen Head dépassa en horreur tout ce que l'imagination humaine pouvait concevoir. Sir William, qui guidait le premier groupe d'exploration, dut s'appuyer contre la paroi rocheuse pour ne pas s'effondrer face à l'ampleur de l'abomination qui s'étendait devant eux. La caverne principale avait été transformée en un véritable abattoir humain. Des centaines d'ossements jonchaient le sol, certains encore couverts de lambeaux de chair putréfiés. Des crânes humains étaient empilés comme des trophées contre les parois, leurs orbites vides, fixant éternellement l'entrée de cet enfer souterrain. Des membres sectionnés, bras, jambes, torses, pendaient aux parois comme dans une boucherie démoniaque. Dans les galeries adjacentes, les soldats découvrirent l'organisation méthodique de l'horreur Bean. Une salle entière servait de garde-manger, où des barils remplis de saumure conservaient des morceaux de chair humaine pour les périodes de disette. Une autre galerie abritait leurs outils de travail, couteaux forgés à partir d'armes volées à leurs victimes, scies artisanales pour débiter les corps, crochets de boucher fabriqués avec des côtes humaines. Le sergent Malcolm Ross, qui avait survécu à la première attaque des Bean, dirigeait l'exploration de la galerie la plus profonde. Ce qu'il y trouva le marqua à vie. Une nurserie où les enfants Bean avaient été grandis, dormant sur des matelas faits de peaux humaines tannées, jouant avec des jouets sculptés dans des fémurs et des tibias, se nourrissant depuis leur plus tendre enfance de chair humaine, comme d'autres enfants mangent du pain. « Mon Dieu !» murmura-t-il en découvrant des dessins d'enfants gravés sur les parois. Des silhouettes humaines dépecées, des scènes de torture représentées avec la naïveté de l'enfance, mais une précision qui révélait leur familiarité avec la violence. Ils ont élevé leurs petits dans ce cauchemar. Ces enfants n'ont jamais connu d'autre réalité que le meurtre et le cannibalisme. Dans une alcôve secrète, les soldats découvrirent les archives de la famille Bean, des centaines de bijoux, de bourses, d'armes et d'objets personnels arrachés à leurs victimes au fil des décennies. Chaque objet racontait une histoire, celle d'une vie humaine brutalement interrompue pour nourrir cette famille maudite. Un médaillon contenant le portrait d'une jeune femme, une bague de mariage gravée, un chapelet ayant appartenu à un pèlerin, des jouets d'enfants, mais la découverte la plus atroce attendait les soldats dans les profondeurs les plus reculées de la caverne. Dans une salle que les Bean appelaient leur réserve d'hiver, ils trouvèrent des rangées de corps humains suspendus comme des quartiers de bœuf dans un abattoir. Hommes, femmes, enfants, tous soigneusement vidés et préparés pour la consommation, leurs visages figés dans une expression de terreur ultime. Le général Stewart, homme pourtant habitué aux horreurs de la guerre, dut sortir précipitamment de la caverne pour vomir. « Jamais !» déclara-t-il en s'essuyant la bouche d'une main tremblante. « Jamais dans toutes mes campagnes je n'ai vu pareille abomination. Ces créatures ne méritent même pas d'être appelées des bêtes. Les bêtes tuent par instinct, pas par plaisir sadique. » La capture de la famille Bean au complet prit encore 2 jours. Ils avaient tenté de résister jusqu'au bout, se battant avec la férocité du désespoir dans les galeries les plus profondes de leur antre. Alexander Bean lui-même fut capturé en combattant avec une massue faite d'un fémur humain, refusant de se rendre même quand ses fils furent abattus autour de lui. Agnès fut trouvée dans un recoin, protégeant ses plus jeunes petits-enfants difformes, crachant sa haine sur les soldats qui l'enchaînaient. Au final, 32 membres de la famille Bean furent capturés vivants. 13 avaient péri dans l'assaut final, préférant mourir en combattant plutôt que de se rendre. Parmi les prisonniers se trouvaient Alexander et Agnès, leurs enfants survivants, et une quinzaine de petits-enfants âgés de quelques mois à 20 ans, tous nés de l'inceste et tous élevés dans la culture cannibale de leur famille. Le spectacle que présentaient ces prisonniers glaçait d'horreur, même les soldats les plus endurcis. 25 années de vie souterraine et de cannibalisme avaient produit une progéniture à peine humaine. Corps déformés, visages bestiaux, regards vides de toute humanité. Ils ne parlaient qu'un dialecte guttural qu'ils avaient développé entre eux, mélange d'écossais archaïques et de grognements animaux. Quand on leur apportait de la nourriture normale,
Pain, viande cuite, légumes, ils la rejetaient avec dégoût, réclamant de la chair humaine crue. La nouvelle de la capture de la famille Bean se répandit dans tout le royaume, avec la rapidité de l'éclair. Des foules entières convergeaient vers Ayrshire pour voir les démons cannibales, et les soldats durent établir un périmètre de sécurité pour éviter que les prisonniers ne soient lynchés par la population horrifiée. Le roi Jacques V, informé de la capture réussie, ordonna que les prisonniers soient amenés à Édimbourg pour y être jugés publiquement, que tout le royaume voie de ses yeux les monstres qui ont souillé nos terres, déclara-t-il, et que leur châtiment serve d'exemple pour l'éternité. Le convoi qui ramena la famille Bean à Édimbourg fut l'un des spectacles les plus macabres de l'histoire écossaise. Les prisonniers, enchaînés dans des cages de fer, étaient transportés sur des chariots escortés par 100 soldats en armes. Sur tout le trajet, des foules immenses s'assemblaient pour voir les cannibales, jetant des pierres et des immondices, hurlant leur dégoût et leur soif de vengeance. Certains prisonniers Bean tentèrent de mordre les spectateurs qui s'approchaient trop près des barreaux. D'autres poussaient des cris bestiaux qui faisaient fuir les enfants en pleurs. Alexander Bean lui-même, malgré ses 65 ans et les chaînes qui entravaient ses mouvements, conservait une prestance terrifiante, fixant la foule de ses yeux verts avec un mélange de haine et de mépris qui glaçait le sang. Le procès de la famille Bean s'ouvrit le 20 décembre 1545 dans la grande salle de justice du château d'Édimbourg, en présence du roi Jacques V et de toute sa cour. Mais il s'agissait moins d'un véritable procès que d'une cérémonie de condamnation, car aucune défense n'était possible face aux preuves accablantes découvertes dans la caverne. Le procureur royal détailla méthodiquement les crimes de la famille Bean. Plus de 1000 victimes identifiées, 25 années de cannibalisme systématique, torture et mutilation de victimes innocentes, inceste généralisé, profanation de restes humains. Chaque chef d'accusation soulevait des murmures d'horreur dans l'assistance, et plusieurs dames de la cour s'évanouirent en entendant les détails les plus atroces. Quand le juge demanda aux accusés s'ils avaient quelque chose à dire pour leur défense, Alexander Bean se leva dans ses chaînes et prononça les seules paroles qu'il daigna adresser au tribunal. « Nous avons vécu comme des rois dans notre royaume. Nous avons dévoré vos semblables et nous nous en sommes délectés. Vous pouvez nous tuer, mais vous ne pourrez jamais effacer ce que nous avons fait. Notre souvenir hantera cette terre jusqu'à la fin des temps. » Ces mots furent les derniers qu'il prononça. Le verdict était évidemment la mort, mais le roi Jacques V voulait que le châtiment soit à la mesure des crimes commis. « Pour des monstres qui ont vécu en dehors de toute humanité, » déclara-t-il solennellement, « la mort ordinaire est insuffisante. Ils subiront les tourments qu'ils ont infligés à leurs victimes. » Le 22 décembre 1545, sur la grande place d'Édimbourg devant une foule de plus de 10 000 personnes venues de tout le royaume, commença l'exécution la plus atroce de l'histoire écossaise. Les hommes Bean furent d'abord mutilés vivants. On leur coupa les mains et les pieds, puis on les laissa se vider de leur sang sous les yeux de leurs femmes et enfants. Les femmes et les enfants furent ensuite brûlés vifs dans d'immenses brasiers, leurs cris d'agonie se mêlant aux clameurs vengeresses de la foule. Alexander Bean mourut le dernier, regardant jusqu'au bout l'exécution de sa famille avec la même expression de mépris implacable qu'il avait toujours montrée. Quand les flammes l'atteignirent enfin, témoins rapportèrent qu'il ne poussa aucun cri, se contentant de fixer la foule avec ses yeux verts jusqu'à ce que la mort le prenne. La caverne de Ben Head fut ensuite scellée définitivement par les sapeurs royaux qui firent exploser l'entrée avec de la poudre à canon avant de recouvrir les décombres de tonnes de roches. Un prêtre bénit le site et y planta une croix de bois avec cette inscription. Ici fut extirpé le mal le plus profond qui ait jamais souillé les terres du royaume d'Écosse. Mais l'horreur Bean laissa des cicatrices indélébiles dans la mémoire collective écossaise. Des années après leur extermination, les voyageurs évitaient encore la côte d'Ayrshire, et les tempêtes qui frappaient Ben Head étaient interprétées comme les cris vengeurs des 1000 victimes de la famille maudite. Des témoins juraient avoir vu, lors de nuits sans lune,
Des silhouettes spectrales erraient sur les falaises, et l'odeur de chair pourrie continuait parfois à s'élever des rochers scellés quand le vent soufflait d'une certaine manière. La mer elle-même semblait hantée. Des pêcheurs rapportaient avoir trouvé dans leurs filets des os humains que les marées rejetaient sans cesse, comme si l'océan refusait de digérer les restes des victimes Bean. L'histoire de Sawney Bean et de sa famille cannibale devint rapidement une légende noire qui se transmit de génération en génération dans toute l'Écosse et au-delà. Elle servit d'avertissement sur les profondeurs abyssales où peut sombrer l'âme humaine quand elle renonce à toute morale, à toute compassion, à toute humanité. Certains historiens questionnèrent par la suite la véracité de cette histoire, la trouvant trop atroce pour être vraie. Mais les archives royales conservent encore aujourd'hui les témoignages détaillés de Sir William MacLeod et du général Stuart, ainsi que l'inventaire méticuleux des horreurs découvertes dans la caverne de Benane Head. Et sur la côte d'Ayrshire, les vieux pêcheurs continuent de raconter l'histoire de la famille maudite qui fit des étrangers leur festin, mettant en garde les imprudents qui voudraient s'aventurer seuls sur les sentiers côtiers quand tombe la nuit. Car si la famille Bean fut exterminée, l'écho de leurs crimes résonne encore dans les vents salés qui balaient les falaises écossaises, rappel éternel que le mal le plus absolu peut parfois prendre visage humain et prospérer dans l'ombre, jusqu'à ce qu'un jour, la justice divine ou royale vienne l'arracher de sa tanière pour le punir comme il le mérite. Qu'avez-vous pensé de cette histoire ? Laissez votre commentaire ci-dessous et partagez vos réflexions sur cette affaire terrifiante. Vous voulez plus d'histoires de terreur qui mélangent histoire et mystère ? Abonnez-vous, activez les notifications et partagez avec ceux qui aiment le côté obscur de l'humanité. Rendez-vous dans le prochain cauchemar.